Je vous souhaite la bienvenue à ce workshop autour de la prise de parole en public. Je tiens particulièrement à vous remercier de vous être levé tôt ce matin, d'avoir bravé la pluie et d'avoir même pour certains monté 9 étages pour que nous puissions nous rencontrer. Je m'appelle Christine Abadi, je suis coach en prise de parole en public, donc j'accompagne les acteurs de l'entreprise dans leur communication orale. Il y a fort longtemps de cela, j'avais une entreprise qui s'appelait B comme D, une entreprise qui s'occupait de la communication des entreprises tant internes qu'externes via la bande dessinée. Et effectivement, c'était assez novateur à l'époque. C'est pour ça qu'une école de commerce m'a demandé de présenter aux étudiants ce nouveau mode de communication. J'étais terrifiée. Je dormais mal, j'y pensais tout le temps, j'avais la boule au ventre. Et quand j'ai débarqué dans cet amphithéâtre qui était rempli d'étudiants, j'ai démarré ma présentation et j'ai eu le sentiment de devenir complètement schizophrène. C'est-à-dire qu'on était deux, il y avait deux Christine. Une qui faisait sa présentation, manifestement qui ne s'est pas trop mal réussi, et une autre, un petit peu plus loin, qui regardait la première en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? À quel titre tu parles aujourd'hui ?» Ça parle manifestement à certains. Et effectivement, dans l'ordre des peurs, la peur de prendre la parole en public arrive avant celle de la mort et la peur des serpents. Et comme le dit Jerry Seinfeld, si tu vas à un enterrement, il vaut mieux être dans le cercueil que de dire l'oraison funèbre. Alors si vous êtes là ce matin, c'est sans doute que la prise de parole en public est un sujet sensible pour vous. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous? Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, lorsque vous prenez la parole devant un auditoire? Vous seriez à ma place ce matin, quelle serait votre peur? Je vous écoute. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Hein? Oui. De ne pas avoir les bons mots. De ne pas avoir les bons mots, oui. Quoi d'autre? Le jugement des autres, bien sûr. Oui. Qu'on se rende compte que je ne connais pas si bien mon sujet que ça. D'accord. Donc une problématique de maîtrise de sujet. Les trous de mémoire. Les trous de mémoire, absolument. Autre chose? Donc la peur, effectivement, elle peut prendre plusieurs masques. Peur de ne pas trouver les bons mots, peur du trou de mémoire, peur de ne pas maîtriser le sujet. Mais en fait, l'être humain est un animal intrinsèquement social. Et il a besoin, pour vivre, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être respecté. Donc cette peur fondamentale que nous avons, c'est tout simplement la peur d'être jugé, comme vous l'avez évoqué. C'est-à-dire j'ai peur que l'autre m'évalue, non recevable, non respectable et non aimable. Et cette peur, elle va être double. C'est effectivement, je vais avoir peur de l'autre, mais je vais avoir peur de moi. C'est-à-dire, oui, en effet, je vais avoir peur que l'autre m'évalue comme nul, mais je vais avoir peur, moi, de m'évaluer comme nul. Donc, je vais aussi avoir peur de mon propre jugement. Et quand j'ai peur, j'ai des pensées négatives. On les a tous connues. Je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas d'être là, je suis complètement nulle. Et le fait de fonctionner comme ça, j'envoie à mon cerveau l'information que c'est la vérité. Donc plus j'ai peur de quelque chose, plus quelque part je vais le provoquer. Plus j'ai peur d'être nul, plus effectivement le jour J je vais être nul. La première recommandation que je peux vous donner, c'est de fonctionner comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que la veille d'une compétition, ces sportifs-là visualisent la compétition comme si elle se passait parfaitement bien. Et ça a un double avantage, c'est j'envoie à mon cerveau l'information que c'est possible, que ça se passe parfaitement bien. Et d'autre part, étant donné que j'ai la sensation de cette perfection, bonjour et bienvenue, étant donné que j'ai la sensation de cette perfection, j'ai la mémoire dans mon corps. Donc j'ai un repère le jour J. Il y a un autre facteur aussi dans la peur de prendre la parole en public, c'est que j'ai l'impression, lorsque je me présente devant un auditoire, d'être transparent. Alors effectivement, je me présente à vous ce matin, vous me regardez à juste titre, indépendamment du physique, où on va regarder mes chaussures, mon ventre, mes cheveux qui ont frisé parce qu'il a plu ce matin, etc. Ça, c'est important. Au-delà de ça, c'est j'ai peur que l'autre découvre en moi quelque chose que je m'évertue à cacher au quotidien en jouant des rôles plus ou moins bien huilés. C'est-à-dire que j'ai peur que l'autre découvre en moi mon secret. Et mon secret, c'est quoi? C'est ce que je suis n'est pas ce que je montre.
Et la peur de prendre la parole en public, fondamentalement, elle est à ce niveau-là. Alors non, l'éloquence n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Non. Parce que la palette des talents oratoires est extrêmement large. Il y a des centaines de façons de donner une conférence, des centaines de façons de prendre la parole en réunion, des centaines de façons de faire une présentation client ou d'avoir un entretien one-to-one. La première chose, c'est que c'est à vous de trouver l'approche qui vous convient, vous. Quand je vais en entreprise, tout le monde communique de la même façon. Les mêmes PowerPoint, les mêmes tenues vestimentaires, la même terminologie, la même posture. En fait, on veut être différent, mais ça nous rassure beaucoup de faire ce que l'autre fait. Donc on fait effectivement ce que les autres font, sans se demander si nous, ça nous convient réellement. Et le premier travail à faire, avant de prendre la parole en public, c'est de se dire, moi, quelle est l'approche qui me convient? Quelle est mon identité à moi? Tout le reste, c'est de la technique. Et la technique, ça s'apprend. Alors attention, trop de technique tue la technique. Oui? Juste pour le fonctionnement, si on a des questions, des remarques, on peut vous interrompre ou on fait plutôt ça à la fin? Vous faites comme vous le sentez. Okay. Personnellement, j'avais prévu à la fin. Mais encore une fois, on s'adapte à votre désir à vous. Merci. Donc trop de technique tue la technique. On le voit d'ailleurs avec les hommes politiques. Il y a une technique incroyable. Avec la gestion des silences, la voix est parfaite, la gestion des émotions, le regard, la posture. Mais justement, il y a trop de techniques, donc au détriment du fond, de la spontanéité et de l'humanité. Donc à vous, effectivement, de trouver le juste équilibre. Si je prends la parole dans son sens global, on a Julian Treasure qui nous indique qu'il existe 7 péchés capitaux dans la parole, c'est-à-dire 7 péchés, si c'est connoté trop religieux, vous mettez une autre définition, 7 péchés qui vont nuire profondément à la parole, et ça on le retrouve en entreprise trop fréquemment. Premièrement, les commérages. Et vous le savez, comme moi, quand quelqu'un commère avec nous, dès qu'on a le dos tourné, il reprend ses commérages sur nous. Ça n'a aucun intérêt dans la parole. Deuxièmement, le jugement. Si je juge, je ne peux pas bien communiquer. Si je suis jugée, je ne peux pas bien communiquer. La négativité, on en connaît tous des gens comme ça, toutes les phrases sont négatives. Et ça va jusqu'à la complainte avec des gens qui se plaignent en permanence. « Ah, mon ordinateur ne marche pas et c'est encore le mien. Et puis de toute façon, le réparateur, il ne va pas passer. Et puis on a encore annulé ma réunion. Et puis je n'ai pas eu mon augmentation. » Des gens qui sont dans la complainte du matin au soir. Les fausses excuses, c'est-à-dire je n'assume pas ce que je dis et ce que je fais, donc j'accuse toujours quelqu'un d'autre pour éviter de me remettre en question. Ça, ce n'est pas de la communication. La broderie, l'exagération sont des gens où on leur offre un café, merci beaucoup, ça part dans tous les sens. Effectivement, notre cerveau associe ce type de communication comme un mensonge. Et enfin, le dogmatisme, c'est-à-dire la confusion des faits et des opinions. C'est-à-dire l'autre vous communique son opinion en vous faisant croire que c'est un fait. Ça, ce n'est pas de la communication. Il existe, et ça c'est ma croyance profonde, 4 piliers pour avoir une bonne parole et une bonne prise de parole en public. 1, l'honnêteté. Je suis effectivement sincère. Quand je parle, je suis direct et clair. L'authenticité, quand je communique, je suis moi-même. Mais on est aujourd'hui dans une société qui prône le culte du parfait. Donc on veut tous être parfaits, mais parfait, ça ne veut rien dire. Et parfait, quand j'ai des étudiants ou des clients qui sont parfaits, je m'ennuie. Parce que c'est lisse et c'est trop propre. C'est ce que je leur dis. C'est justement votre différence, vos aspérités qui feront que la parole sera bonne. L'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire j'incarne ce que je dis. Je suis ce que je dis. Et Dieu sait si dans le monde de l'entreprise, il y a peu de gens intègres. C'est-à-dire, je te dis de faire ça, mais moi-même, je ne suis pas en mesure de le faire. Ça a un avantage, c'est que ça montre à l'autre et à votre auditoire qu'il peut avoir confiance en vous. Ça, c'est fondamental. Et enfin, le 4e pilier, c'est l'amour. Alors là, on n'est pas du tout dans l'amour romantique. On est dans l'amour, ce qu'on peut appeler la bienveillance. C'est-à-dire, j'ai une bienveillance vis-à-vis de moi, mais j'ai aussi une bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et je lui veux du bien quand je communique avec lui. Ça va effectivement m'empêcher de juger, puisqu'effectivement, quand je suis bienveillant,
la jauge du jugement baisse considérablement, et ça va me permettre aussi de modérer l'honnêteté. Comme vous le savez, l'honnêteté à 100%, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que t'es laid ce matin? C'est pas possible. Donc effectivement, quand je prends la parole et que je suis animée par cette bienveillance, je vais moduler le curseur de l'honnêteté. Alors, voyons un petit peu ce qui se joue quand je prends la parole en public. Quand je communique d'une façon générale, je vais mettre en œuvre 3 modes de communication. Vous les connaissez tous, je vais juste moduler le premier. Le premier mode de communication, c'est mon langage verbal, c'est-à-dire les mots que j'utilise pour communiquer. Alors, la plupart des consultants en prise de parole en public adorent dire que les mots représentent 7% de notre mode de communication. C'est archi faux. En fait, ils s'étayent sur les travaux d'Albert Mehrabian, psychologue, qui effectivement a fait une expérience pour mesurer l'importance des mots, mais qui sont dits en contradiction avec le langage du corps et avec la voix. Je vous donne un exemple. Si je vous dis « c'est bien », là les mots sont très importants, puisque vous entendez le « c'est bien », et j'ai également mon langage de corps qui vous dit la même chose. Si je vous dis « c'est bien », là les mots ne sont plus du tout importants. Vous avez effectivement reçu mon langage de corps, mon intention, et la voix connotée avec une certaine agressivité. D'accord ? Parce qu'en fait, les mots, c'est la base même de votre discours. Ils sont extrêmement importants dans la prise de parole en public. Donc, ils ne représentent pas 7%. Les mots, c'est ce qui va vous permettre de raconter une histoire, d'argumenter, de théoriser, d'inciter à l'action, de vendre. Donc, le choix des mots, il est fondamental. Alors, ce langage verbal, je ne l'ai pas choisi par hasard. Chacun d'entre vous ici a son propre langage, ce qu'on appelle la sémantique personnelle. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a grandi, on a construit notre langage par rapport à tout un tas de paramètres, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre éducation, par rapport à notre dominante sensorielle. Comme vous le savez, nous sommes tous équipés de 5 sens physiques, et au fur et à mesure qu'on grandit, on va privilégier un sens plutôt qu'un autre. Et on retient 3 canaux sensoriels que sont l'ouïe, la vue et le canal kinesthésique, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, la sensation. Les mots que je vais utiliser vont révéler ma dominante sensorielle. Les gens qui sont visuels vont dire « Tu vois ce que je dis ? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire ?» Les gens auditifs vont dire « T'entends ce que je suis en train de te dire là ?» Et les kinesthésiques vont dire « Tu comprends ce que je dis ? Tu sens ce que je dis ?» Et c'est d'ailleurs la base de la négociation. À partir du moment où on sait identifier la dominante sensorielle de son interlocuteur, il est ensuite extrêmement aisé de lui fournir le langage qui lui fait du bien. Quelquefois, on rencontre des gens en disant « Je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, lui. » C'est normal de parler le même langage. Donc les sens sont comblés, en tout cas votre sens dominant. Mais également, ce langage, je le choisis par rapport à la perception que j'ai de moi. Imaginons, je grandis dans une famille où tout ce que je fais n'est jamais bien. T'as vu, papa, maman, j'ai 15 sur 20. Pourquoi t'as pas eu 20 ? Bon, je bosse. T'as vu, papa, maman, j'ai 20 sur 20. Et pourquoi t'as pas eu 21 ? Etc., etc. Il se peut, indépendamment du fait que je vais toujours chercher cette reconnaissance que je ne reçois pas d'une autorité parentale, que je développe ce que l'on appelle un manque de confiance en moi. Automatiquement, les mots que je vais choisir pour communiquer vont révéler ce manque de confiance en moi. Et la perception que vous avez de vous, elle est fondamentale parce que c'est ce qui va déterminer votre identité d'orateur. Et les 2 questions à vous poser aujourd'hui, c'est lorsque vous prenez la parole, quelle perception avez-vous de vous et quelle perception avez-vous des autres lorsque vous présentez devant un auditoire. Si effectivement vous vous sentez inférieur aux autres, vous allez projeter sur votre auditoire un pouvoir qu'il n'a pas. Une bonne communication, c'est « je suis au même niveau que l'autre ». Il n'y a pas de pouvoir à avoir. Communiquer, ça signifie en latin « communicare », qui signifie « mettre en commun ». Une communication, c'est chacun vient mettre en commun. Il n'y a pas de pouvoir à avoir. Et si je me sens soumis au regard de l'autre, je vais projeter sur lui le pouvoir de
réparer ce qui me manque. Si on reprend l'exemple de cet enfant 15 sur 20, 21 sur 20, effectivement, lorsqu'il va se présenter devant un auditoire, il va demander à son auditoire de le reconnaître pour compenser la reconnaissance qu'il n'a pas pour lui, puisqu'on ne lui a jamais appris à le faire. Ça nous permet de rebondir sur les pilotes de vie, les drivers, les groupes de comportement de Taibi-Kahler, qui nous indiquent que peur du groupe, de l'inconnu, crainte du jugement d'autrui, refus de laisser paraître ses émotions, difficulté à comprendre les autres, timidité, sentiment de ne pas faire le poids, de ne pas être à la hauteur, tout ceci, ce sont des obstacles à l'expression de notre personnalité et qui sont les marqueurs d'un construit culturel qui est lié à nos valeurs affectives profondes, à notre histoire personnelle, à notre éducation. Et il part du principe que, au fur et à mesure que nous grandissons, nous recevons 5 messages principaux de la part d'une autorité quelle qu'elle soit, de façon implicite ou pas. Et qu'il se peut que nous développions ce qu'on appelle un pilote de vie, c'est-à-dire un moteur chez moi qui va déterminer la façon dont je vais communiquer. Donc ces 5 messages, comme je vous le disais, les plus fréquents, sont ceux que aussi bien on s'adresse à nous-mêmes, à soi-même, qu'aux autres, et ils vont influencer notre état émotionnel et surtout déterminer la nature de la relation que nous allons entretenir avec un groupe ou un individu. Ces 5 messages sont les suivants. Par rapport à l'exemple de l'enfant tout à l'heure, 21 sur 20. Il a reçu comme message « Tu aurais pu faire mieux » en permanence. Dès qu'il fait quelque chose, « Tu aurais pu faire mieux, je ne te reconnais jamais dans ce que tu produis ». Il se peut qu'il développe le driver « Sois parfait ». Dans la communication orale, je vais donc toujours chercher à être parfait. Arrête de pleurer, arrête de chouiner, les garçons ça pleure pas, bref, tout ce qui va avec peut déclencher le « sois fort ». Donc quand je vais me présenter devant un auditoire, moi, je vais venir pour vous dire que je suis fort. Tu n'es pas gentil, je vais déclencher le fait plaisir. Le fait plaisir, c'est que je vais privilégier le bien-être de l'autre au détriment du mien. Tu n'as plus rien à faire, fais des efforts, et tu n'as pas encore fini, va donner le dépêche-toi. Alors bien évidemment, ces messages ne seront néfastes que s'ils nous enchaînent au comportement qu'ils impliquent, ce qui va enclencher un stress chronique. Car après tout, il n'est pas négatif d'essayer d'être meilleur, fort, de travailler vite, bien, en toute autonomie. Je me suis permise de vous apporter le test que je fais dans mon cabinet pour déterminer si vous aussi, vous avez des messages contraignants. Souhaitez-vous le faire? Oui? Très bien. Il faut vous équiper d'un stylo. C'est à l'ancienne. Est-ce que tout le monde a terminé? C'est bon pour vous? On peut reprendre? Alors effectivement, comme vous l'avez constaté, si toutefois vous avez un driver au-delà de 25, ça témoigne qu'aujourd'hui, puisque ce sont des choses évolutives, fort heureusement, qu'aujourd'hui, vous avez ce message contraignant dans votre communication. Voyons un petit peu assez rapidement ce qui se passe. Le driver dépêche-toi, les symptômes, c'est effectivement je ne vais pas pouvoir terminer, je dois faire vite, j'ai l'impression de perdre mon temps, je dois accélérer le rythme. On peut avoir effectivement là une typologie d'orateur qui va considérablement speeder lors de sa communication. Les remèdes, je vais à l'essentiel, je prends mon temps pour me faire comprendre, je fais des pauses pour percevoir le climat du groupe. Sois fort, il faut que je leur montre que je suis un battant, que j'ai une parfaite maîtrise de mon sujet. Je ne dois pas montrer mes émotions, interprétées dans mon cerveau comme faiblesse. Je ne cherche pas à en imposer, j'évite de vouloir à tout prix asseoir mon autorité, j'accepte mes émotions. Fais des efforts, là, ce sont des gens qui, effectivement, la typologie et la réussite se gagnent à la force du poignet, je serre les dents, j'essaie de me dépasser, je dois y arriver. J'ai quelques clients, effectivement, qui ont ce driver. La problématique avec ces personnes-là, c'est qu'ils ne peuvent accepter de réussir qu'à partir du moment où ça fait mal. Donc je place la barre à ma hauteur, je décompresse de temps en temps, j'éprouve du plaisir dans ce que je fais. Le soi parfait, personne ne doit pouvoir trouver quelque chose à redire, je ne laisse aucune place au hasard, j'ai tout prévu dans les moindres détails. Pourquoi cette obsession d'être irréprochable? La perfection n'existe pas, je fais aussi confiance à mon intuition, je prends en compte la réalité. Et le fait plaisir, j'ai besoin qu'on m'aime. Donc quand je débarque devant un auditoire, je viens chercher de l'amour. Sauf que ce n'est pas l'objet. Et puis ce n'est pas l'histoire de l'autre, surtout.
Je veux plaire aux autres, je veux que tout le monde soit content de moi. Je gomme les conflits, bien évidemment, parce que s'il y a un conflit, je déteste ça, il y a une probabilité pour que je ne sois plus aimée. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on a un minimum de personnalité, c'est certain. Je suis d'abord en accord avec mes idées et mes convictions, et les conflits peuvent aussi être positifs. Voici pour le langage verbal dans sa largesse. Deuxième mode de communication que je mets en œuvre lorsque je communique, c'est le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix et tout ce qui s'y rattache. Le débit, le rythme, l'intonation, l'articulation, la gestion des silences. Il est extraordinaire ce langage parce que c'est ce qui va me permettre de faire passer ma conviction, mon enthousiasme, mes émotions et mes sentiments. Le plus beau discours du monde, qui est communiqué comme ça, tout le monde décroche. À partir du moment où on demande à son auditoire de faire un effort pour nous comprendre, automatiquement il nous lâche. Et enfin, le troisième mode de langage, le troisième mode de communication, lorsque je prends la parole, c'est le langage non verbal, c'est-à-dire le corps, le visage et le regard. Et ça, je ne peux pas mentir. Alors, je peux faire mentir mes mots, on l'a tous fait, on sait ce que c'est que de mentir. On peut, par une auto-manipulation, faire mentir ses émotions, ses sentiments. Par contre, on ne peut pas faire mentir son corps. Parce que lui, il témoigne tout de suite de l'état intérieur. Quand on est tous arrivés ce matin, avant même d'avoir ouvert la bouche, on a envoyé à l'inconscient de l'autre à peu près plus de 10 000 signaux qui ont témoigné de l'état dans lequel on se trouvait. Alors si effectivement je suis devant vous en disant « je suis super contente d'être là », c'est pas vrai. J'ai vu la dernière fois une émission de variété, je ne me souviens plus qui est cet animateur, et il arrive sur le plateau, il se malaxe les mains pendant 5 minutes en disant que c'est trop génial d'être là, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le corps, effectivement, révèle ce que vous pensez. Et une bonne prise de parole en public, c'est ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire les mots que je dis, mon intention, ma voix dit la même chose et mon corps vous dit la même chose. C'est là où je suis raccord et je suis authentique dans ma prise de parole. Ça n'empêche pas le trac, ça n'empêche pas les défauts, mais tout ça on s'en moque parce que je suis reliée, je suis unifiée et je ne mens pas à l'autre lorsque je prends la parole. Donc je vous dis effectivement, on ne peut pas mentir avec le corps et le visage à tel point que vous savez que c'est une technique utilisée par le FBI. On a cette femme dont vous avez peut-être entendu parler aux États-Unis qui a perdu ses 2 enfants, qui ont disparu. Cette femme est complètement abattue, complètement déchirée, détruite. Pendant des mois, la police cherche et ne trouve pas. Et cette femme, bien évidemment, passe à la télévision en pleurs plusieurs fois pour faire un appel à ce ravisseur hypothétique pour récupérer ses 2 enfants. Et il y en a un qui a une idée. Il fait une capture d'écran d'une de ses interventions à la télévision. Il faut que vous sachiez qu'on a un visage qui est séparé en 2 et les 2 parties ne sont pas identiques. Il semblerait d'ailleurs que si les 2 étaient identiques, on serait très moche, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. La partie gauche de notre visage, et ça c'est extrêmement prouvé, révèle ce que nous sommes vraiment. La partie droite de notre visage révèle ce que nous voulons montrer à l'autre. Et sur cette capture d'écran, il divise le visage de cette femme. Nous avons donc la partie droite du visage, c'est ce qu'elle cherche à montrer, une femme complètement abattue, qui pleure et qui implore, et qui veut récupérer ses enfants. La partie gauche de son visage, on a un sourire et une certaine jouissance à ce qui est en train de se passer. Et il s'avère que cette femme a tué ses 2 enfants. Et ils ont réussi à la toper comme cela. Donc vous voyez, c'est assez révélateur. Alors, quand vous rentrez chez vous, ne prenez pas les photos de tout le monde en coupant le visage. Mais effectivement, c'est quelque chose de très probant. Et vous voyez que sur ce qu'on est fondamentalement, on ne peut pas mentir. Alors, il existe 3 appuis. Oui, monsieur. Par rapport au visage droit, visage gauche, c'est lié au cerveau droit, cerveau gauche? Je suis incapable de vous dire. Sans doute. Il y a peut-être des recherches à faire. Il y a un TED Talk dessus, HEC Montréal, qui pourra vous expliquer, j'imagine, sans doute. 3 appuis
pour la prise de parole en public, ça, ce sont vraiment 3 éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer lorsque vous prenez la parole. 1, la respiration. 2, la voix. Et 3, le regard. La respiration. La première zone qui se bloque quand je suis stressée, quand j'ai le trac, c'est la nuque. D'ailleurs, on a souvent des gens qui ont mal, ça descend jusque dans le dos. Donc pour se soulager, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Donc on est comme ça. Il y en a certains, du matin au soir, ils sont comme ça. Ça remonte le diaphragme, ce qui fait qu'on a une respiration extrêmement courte qui va amplifier le stress, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir oxygéner le corps. Donc quand on est stressé, avant de prendre la parole en public, déjà, on remet ses épaules à la bonne place. Comment on fait? On est obligé de les surprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on va les monter très haut et on va les relâcher d'un seul coup, pour bien les remettre à leur place et surtout faire baisser le diaphragme. Parce que quand on respire bien, on oxygène, donc le cerveau fonctionne, le corps fonctionne, on dénoue les muscles, on apaise l'intellect, on atténue le stress et surtout, on améliore le débit de la voix. Et sachez en plus que le rythme respiratoire, votre rythme respiratoire, s'est calé déjà depuis fort longtemps sur le mien, très subtilement et très inconsciemment. C'est pour ça que quand on a un orateur qui a un souffle court, on étouffe. Et quand il arrête de parler, on fait « il m'a étouffé lui ». Parce qu'effectivement, subtilement, votre respiration s'est calée sur la mienne. D'où l'intérêt aussi d'avoir une respiration ample. Je vous donne une petite technique, c'est la règle des 4-8. Ça, c'est quelque chose que de toute façon, on devrait faire matin et soir ou régulièrement dans la journée. C'est-à-dire que je vais avoir une respiration ventrale. Alors, respiration ventrale, on ne sait plus trop ce que c'est parce qu'on est tellement stressé dans cette ville qu'on remonte. Demain matin, lorsque vous êtes encore dans votre lit, à peine vous serez réveillé, avant même d'avoir mis le pied par terre, observez tout de suite comment vous respirez. Et vous verrez que vous respirerez d'une très belle respiration ventrale. Parce que quand on dort, le corps reprend ses droits. Et lui, il a besoin de cette respiration-là. Dès qu'on met un pied par terre, tac, 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 on commence à remonter. Donc, on a une respiration ventrale pour replacer le corps à sa juste place. La règle des 4-8, c'est quoi? J'inspire 4 secondes, j'expire 8 secondes. Ça détend immédiatement. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Vous voyez, ça vous fait bâiller, vous, déjà. Donc, effectivement, quand on a une respiration ventrale, les épaules ne montent pas. C'est effectivement, essentiellement, le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. 4 secondes, 8 secondes. Ça, c'est un phénomène qui se passe sur les plateaux télé, qui fait un peu de bruit, qui s'appelle le booster clap. Le booster clap, c'est quoi? Ça équivaut à une course à pied de 60 mètres en sprint. Donc ça a l'avantage, effectivement, de redéclencher toute la circulation sanguine et de baisser le stress. Avant, bien évidemment, que les animateurs débarquent sur le plateau, vous imaginez bien qu'il y a une petite préparation. Il y a une respiration qui est très importante. Il y a également une visualisation de quelque chose qui nous fait sourire très naturellement, de façon à récupérer ce sourire naturel. Et le booster clap, c'est quoi? C'est que, on va le faire ensemble, on va taper dans nos mains comme des dingues pendant 30 secondes en hurlant « yes, yes, yes ». Alors, mais il faut effectivement y mettre toute l'intention. C'est pas, je me mouille pas trop. D'accord? Donc on le fait dans 2 secondes. Vous tapez comme des fous et vous allez voir qu'après, on y va? Allez, top! Yes, 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 yes! Allez, 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 plus fort que ça! Yes, 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 yes! Encore, encore! Yes, 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 yes! Encore, encore, encore! Yes, 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 yes! Alors, dommage, il n'y a pas de miroir pour que vous voyez vos visages. Parce que là, j'ai un sourire magnifique sur tous les visages, un regard qui pétille, et effectivement, tout est redescendu et ça a reboosté, et en tout cas, on a repris ses marques en soi. Donc ça fonctionne très bien. Le truc, c'est que c'est sonore, on ne peut pas faire ça partout. Bon. On peut le faire cependant caché dans les toilettes avant un entretien ou autre, mais sans faire de bruit si tant est qu'on y mette toute l'intention, véritablement. Ça fonctionne très très bien. Et j'ai souhaité aujourd'hui vous partager également une
courte vidéo, je l'espère pour vous courte, d'Amy Cuddy. Amy Cuddy, c'est une psychologue américaine qui est enseignante à Harvard et qui va nous prouver quelque chose, qui va nous enseigner une posture qui va modifier notre taux hormonal. Puisqu'effectivement, on a la preuve aujourd'hui que le mental influe sur notre corps, mais elle nous prouve que le corps influence notre mental. Donc avec la posture qu'elle va nous communiquer, on modifie notre taux hormonal, c'est-à-dire qu'on va booster notre testostérone, qui est l'hormone par définition de la puissance, et on va baisser de facto l'hormone du stress, qu'est le cortisol, seulement en 2 minutes chrono. Alors il n'y a pas de son, puisqu'il n'y a pas d'enceinte, mais cependant c'est sous-titré. So the second question really was, so we know that our minds change our bodies. Is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on 2 key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that high-power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really, power is also about how you react to stress. So do you want the high-power leader that's dominant, high on testosterone, that's really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who's laid back. So we know that in primate hierarchies, if an alpha needs to take over, if an individual needs to take over an alpha role sort of suddenly, within a few days, that individual's testosterone has gone up significantly and his cortisol has dropped significantly. So we have this evidence, both that the body can shape the mind, at least at the facial level, and also that role changes can shape the mind. So what happens if you take a role change? What happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for 2 minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you 5 of the poses, although they took on only 2. So here's one, a couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. And here are the low power poses. You're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for 2 minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So 2 minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase, and low power people experience about a 10% decrease. So again, 2 minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease,
and the low power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive. Donc effectivement, prenez la posture de Wonder Woman ou autre, avant un entretien, avant une prise de parole en public, de façon à modifier votre taux hormonal. La voix, maintenant, deuxième appui en prise de parole en public. Une bonne prononciation, c'est celle déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne nécessite aucun effort de la part de votre auditoire de compréhension. Et tout simplement, le secret d'une bonne prononciation, c'est le son que vous donnez aux voyelles. Parce que voyelle signifie petite voix, et c'est l'élément sonore de la parole. La consonne ne sert qu'à accompagner. Donc si vous privilégiez la consonne, effectivement, on vous entend mal. Par contre, appuyez sur chaque voyelle et la prononciation sera parfaite. Hein, on ne dit pas un élève, on dit un élève. Hein, ça change tout, effectivement, en prise de parole. Alors, ce que je donne à chacun de mes clients, c'est cet exercice de Démosthène. Démosthène, c'était, si vous ne le savez pas, c'est un célèbre orateur grec qui souffrait de graves défauts d'élocution et qui répétait ses plaidoiries à l'aide de petits cailloux dans la bouche. Et c'est devenu l'un des plus grands orateurs de l'histoire. Donc on abandonne les cailloux, mais on remplace par le stylo. Parce qu'effectivement, en tant que bon être humain, on est partisan du moindre effort. Et lorsque nous communiquons, on ouvre la bouche juste le minimum nécessaire pour la compréhension de l'autre. Alors qu'effectivement, on a un appareil phonatoire extrêmement puissant qu'il faut remuscler puisqu'il n'a pas l'habitude de travailler. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'il y a des matins, on est dans le gaz. Il y a des matins, on n'a pas envie d'être là. Il y a des matins, on est contrarié, on est épuisé. Mais on a quand même une prise de parole à faire. Et à partir du moment où on a un appareil phonatoire musclé, eh bien, malgré cette fatigue, malgré cette contrariété, on restera parfaitement compréhensible pour notre auditoire. Donc vous allez mettre votre stylo comme ceci, s'il vous plaît. L'exercice est très simple. Si vous voulez véritablement développer votre voix et votre articulation et votre prononciation, c'est 5 minutes par jour. Et au bout de 8 jours, c'est une vraie métamorphose. Il s'agit de mettre le stylo comme ceci et de forcer pour pouvoir rester compréhensible. À vous. Chab. Oui. Dites-moi une phrase. Comment allez-vous, madame? Très bien, je vous remercie. Donc effectivement, libre à vous. Ensuite, de 5 minutes par jour, il suffit de lire un journal, de lire un cours, de lire un compte-rendu de réunion. Oui. Absolument. Absolument. Parce que par contre, là, on a les mêmes muscles. Oui, tout à fait. Ou alors, ce que je peux vous proposer, ce que je faisais à l'époque, quand je vendais beaucoup, de façon à réveiller un petit peu la voix, c'est de dire plusieurs fois ce type de phrase. Qui se lance? Je vais vous laisser, Chab. Monsieur, la première? Oui. Okay. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive, exclusivement au luxe et à l'exquis de l'extraordinaire Alexis. Fabuleux. Faites ça 10 fois, vous aurez une voix magnifique. Quelqu'un souhaite en faire une autre? Oui. Choisissez celle que vous souhaitez. La grande grosse graine d'orge gris, dit au grand gros gras grain d'orge gris, vas-tu bientôt des grands gros gras grains d'orge grisés? Oui, c'est une question, absolument. Oui. Oui, il y a une réponse. Je des grands gros gras grains d'orge grisés. Vrai. Dès que les autres grands gros grains d'orge gris, ce seront des grands gros gras grains d'orge grisés. Super. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon? Dis donc, Dina, dit-on du dos d'un dindon dodu. Bref, ce genre de phrase que je pourrais vous faire parvenir si vous le souhaitez. En ce qui concerne l'intonation, ça c'est fondamental. Parce qu'effectivement, on a souvent des orateurs qui s'expriment comme un électrocardiogramme plat. Et là, c'est un peu compliqué, effectivement. Donc, surtout, faites en sorte de colorer votre prise de parole. Et il y a notamment une astuce pour cela, c'est-à-dire que les mots phares de votre présentation, que votre intervention soit courte ou longue, il s'agit de les stabiloter oralement. C'est-à-dire que je vais les mettre en valeur, comme je viens de le faire. Je vais les mettre en valeur. Et généralement, je borde un peu avec du silence avant et du silence après. L'autre va recevoir ce mot-là et c'est celui-là qu'il va retenir.
En ce qui concerne le débit, faites des pauses effectivement et variez les rythmes. Parce que vous connaissez ce que vous allez dire, mais votre auditoire le découvre pour la première fois. Donc il faut lui laisser le temps d'intégrer et en plus d'avoir des pauses de respiration. La communication occupe désormais une place centrale dans la restructuration de nos sociétés. Ces technologies accompagnent le redéploiement des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans l'espace domestique, l'école, l'entreprise, le bureau, l'hôpital. La communication pénètre de plus en plus de sphères d'activité en propageant une technologie de gestion des relations sociales. Vous voyez que là, on varie avec les rythmes. Ouais, par rapport à ça, en fait, c'est simplement marquer la ponctuation. Oui, ça c'est très important, la ponctuation. Mais là, il n'y en avait pas, par exemple. Si vous voulez, de toute façon, une virgule, c'est quasiment une seconde de silence. Un point, c'est 2, dans un premier temps. Et après, ça devient naturel. On ne peut pas tracer... Et enfin, troisième appui, le regard. À partir du moment où vous vous exprimez, il est très important de regarder l'autre. C'est fondamental. Alors, on me demande souvent, les clients me disent, mais en fait, la bonne posture pour la prise de parole en public, c'est quoi? Parce que moi, je suis là comme une godille, je ne sais pas quoi faire de mes bras. C'est la posture de naissance, en fait, la posture la plus naturelle qui existe. C'est nous qui complexifions les choses. Regardez un très jeune enfant, quand il s'adresse dans le salon à toute sa famille, il est comme ça, il regarde tout le monde, et bien c'est ça, le ventre en moins, bien sûr. La bonne posture, c'est celle-là. C'est-à-dire que mes jambes prolongent mon bassin, sachant que chacun a un bassin unique, chacun aura un écartement de jambes unique, et j'enclenche la gestuelle. Chacun en fonction de votre personnalité. Plus on est au sud, plus ça va bouger, plus on est au nord, plus ça va être effectivement plus sobre. Qu'importe, de toute façon, il est très important que vous déclenchiez la gestuelle. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui nous parle et qui ne bouge pas ses mains, notre cerveau l'interprète comme un menteur. Et à juste titre, parce que quand on ment, on ne bouge pas les mains. Si vous avez une réunion prochainement, si quelqu'un parle en ayant les mains en dessous, doutez un petit peu de ce qu'il dit. Donc, enclenchez la gestuelle. Si vraiment ça part dans tous les sens et que vous avez besoin d'une structure au départ, essentiellement au départ, faites la technique du piou-piou. La technique du piou-piou, c'est ça. Je croise, je mets mes bras à la hauteur des hanches, j'imagine que j'ai un petit oiseau vivant à l'intérieur qui ne doit pas mourir étouffé, je ne croise pas avec les doigts blancs, et après, je renchaîne. Ça part dans tous les sens, piou-piou. Je renchaîne. Mais la vraie question, c'est de vous demander, vous, de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de marcher? Marchez. Vous avez besoin de rester comme ça? Restez comme ça. Vous avez besoin de tout apprendre par cœur? Apprenez par cœur. Vous avez besoin d'être spontané? Soyez spontané. Sous certaines conditions, bien évidemment. Mais la vraie question, c'est moi, de quoi j'ai besoin là? Dans cette communication-là. Qu'est-ce qui va me faire du bien, moi? Alors, on a des postures, effectivement, en fonction des sexes. La femme, elle va protéger la zone qu'elle estime être la plus sensible chez elle, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau du plexus. Donc souvent, la femme croise. D'ailleurs, on la voit dans les couloirs des entreprises, c'est souvent comme ça, elle marche, là, elle est parfaitement en sécurité, puisque sa zone sensible est protégée. L'homme, lui, va protéger la zone qu'il estime être la plus sensible chez lui, ce qu'on appelle la posture du cache-sexe. Ça, on ne peut pas parce que ça fait videur de boîte. Ça fait soirée privée, c'est une soirée privée. C'est un workshop privé. Et effectivement, certains se disent, bon, je sais que je ne peux pas croiser devant, je vais le faire discretos à l'arrière. Ça non plus, ça c'est la posture du couloir de la mort qu'on adopte avant d'aller mourir en prison. En fait, en prise de parole en public, on ne croise rien. On ne croise rien. Parce que si on montre à l'autre qu'on est en protection, l'autre, il n'a pas envie d'entrer en relation avec nous automatiquement. Donc je suis naturelle comme je suis, mais au moins je suis moi. Et c'est ça le plus important. Alors en ce qui concerne la construction du plan, j'attire juste votre attention sur le fait que quand on a une présentation orale à construire, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe devant notre ordinateur et tac, 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 on démarre. Parce qu'il faut aller très vite. Mais en fait, il faut juste prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. Et il faut se poser des questions juste avant de commencer son plan. 1, quel est le message que je souhaite faire passer réellement? Parce qu'au bout du compte, on entend des présentations, on ne sait pas trop où l'orateur nous emmène.
Qu'est-ce que je souhaite que mon public fasse après ma présentation? Qu'est-ce que je veux enclencher chez eux? Et 3, qu'est-ce que je veux que mon public retienne? Il faut savoir que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est très dur. Parce que vous vous concentrez pour écouter ce que je dis. Donc, toutes les 20 minutes, on se met en mode pause pour se soulager parce que ça coûte beaucoup d'énergie d'écouter quelqu'un. Donc, à la fin de ce workshop, vous allez retenir que 20% si vous êtes en forme de ce que j'ai raconté ce matin. Ça n'a pas d'importance. Mais concrètement, vous, si vous avez une intervention orale à faire, quels sont les 20% que je souhaite que mon public retienne? Et il est là, votre axe. Le fil rouge est là. Et tout le reste, eh bien, il faut en faire le deuil. Il faut accepter de ne pas en parler. Et enfin, qu'est-ce que vous souhaitez que votre public ressente? Parce que si ce n'est pas pour déclencher de l'émotion, qui est la base de l'être humain, autant envoyer un mail. Ce sera mieux. Donc effectivement, une fois que j'ai répondu à ces questions, je peux commencer à me mettre à mon plan. Alors je vous soumets 3 façons de débuter, alors non pas une réunion, mais une présentation orale, une sorte de conférence, sachant qu'il y a 2 choses à connaître par cœur. En présentation orale, c'est l'introduction et la conclusion. Là, on ne peut pas se vautrer là-dessus. Hein? Après le reste, vous suivez votre plan. Donc soit je démarre par une histoire, ce qu'on appelle une histoire signature. Je raconte une histoire pour mettre dans le sujet. Soit je donne une stat, je donne une statistique, ce qui permet aussi de légitimer pas mal ce que je raconte. Par exemple, si je fais une présentation sur la négociation, je peux démarrer en disant 99% des négociateurs échouent, silence, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ensuite, j'enchaîne. Ou je démarre par une citation. Si effectivement je fais une présentation sur la formation, je peux démarrer en disant « Si la connaissance crée parfois des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. » Et enfin, la conclusion, à prendre par cœur également, en tout cas, savoir ce qu'on va raconter, parce que souvent on a une bonne vieille slide pourrie, merci de votre attention, ça c'est pas une conclusion. Hein, parce qu'on ne sait pas conclure. Rares sont les gens, monsieur faisait ça, rares sont les gens, effectivement, qui savent conclure. Généralement parce que le plan, il n'est pas bon, donc on ne sait pas où aller. Donc on fait un bref retour sur les points, ou un appel à l'action, ou une déclaration frappante. Quoi qu'il en soit, la conclusion, ce n'est pas un fourre-tout, ce n'est pas une conclusion de disserte, et ce n'est pas un au revoir maladroit. Il faut montrer à un moment donné qu'on a abouti à ce qu'on a raconté. En ce qui concerne la construction du plan, je vous dis ce que je fais moi. Après, libre à vous, mais ça fonctionne plutôt bien parce que souvent, j'ai des clients qui rédigent. Donc, on a quelque chose de très littéraire. Mais après, ils sont obligés d'apprendre par cœur pour rester conformes à ce qu'ils ont rédigé, ce qui augmente encore plus le stress parce que si toutefois on oublie un mot, là, on est complètement perdu. Une présentation orale, on doit garder un langage très spontané, un langage oral, et non pas un langage littéraire. Donc, pour ce faire, vous prenez un papier en notant par bullet point tous vos axes, une fois que vous avez répondu aux 4 questions qu'on a citées précédemment. Vous rédigez votre conclusion et l'introduction, c'est en dernier. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On introduit, mais on introduit quoi? On ne sait même pas de quoi on va parler. Une introduction se rédige toujours en dernier. Toujours, toujours. Au moins, ça sera une vraie introduction qui sera en phase avec votre présentation. Et après, je m'enregistre en respectant mes bullet points. Ta, 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 ta. Et après, encore une fois, je peux rédiger, mais selon mon langage oral. Et si je n'ai pas le temps de faire tout ça, par exemple, si je sais que j'ai besoin de me préparer à l'avance et je ne l'ai pas fait, mais je dois quand même passer à l'oral. C'est très embêtant. Parce que la prépa, elle est assez incontournable. Assez incontournable. Dans ce cas-là, il faut prendre quand même juste 10 minutes avant pour avoir son introduction, sa conclusion et ses bullet points. Et après, laisser faire la vie. Mais il faut une prépa. Oui. Moi, c'est l'introduction à la fin qui me... Pourquoi à la fin? Pourquoi à la fin? Parce que comment voulez-vous introduire alors que vous ne savez pas de quoi vous allez parler? C'est pour ça qu'on a souvent des introductions qui sont à côté de la plaque. Et ensuite, vous pouvez trouver votre citation, vous pouvez trouver la statistique, vous pouvez trouver votre histoire signature, parce que vous maîtrisez le contenu. Donc c'est plus simple de l'introduire. Quand vous organisez une soirée,
qu'est-ce que vous faites? Vous préparez tout en amont avant d'introduire les gens. Vous n'introduisez pas les gens en disant « Bon, alors maintenant, on va tous faire ça ensemble ». Non, non, c'est la même chose. Quand vous invitez des gens chez vous, vous ne les accueillez pas, vous ne les introduisez pas chez vous alors que le plat n'est pas prêt. C'est la même chose. Et ensuite, je vous recommande d'user des marqueurs logiques. C'est très important pour changer le paragraphe. Alors, je pourrais vous le faire parvenir si vous me laissez votre adresse email. Il y a une liste extraordinaire produite sur les marqueurs logiques, mais et or par conséquent, qui permet effectivement au cerveau de votre auditoire de savoir parfaitement. Excusez-moi, il y a un sac avec un problème qui s'attaque ici et ça ne s'arrête pas. Donc on ne va pas fouiller dans votre sac. Donc voilà, merci. Désolée d'interruption. Donc ça, c'est important. Pour info, tout ce qui est verbe, mot de liaison, structuration de phrase fait appel au cerveau gauche de votre auditoire, et tout ce qui est adjectif, tout ce qui colore l'expression, c'est le cerveau droit. Donc là, c'est important d'impacter sur les deux hémisphères du cerveau de votre auditoire, sinon votre présentation, elle va devenir très intellectuelle. Et l'intellect, on ne retient pas. Ça ne nous intéresse pas, au fond. On fait semblant. Il y a plein de réunions ou des cours qui sont mal donnés, on fait comme ça, mais en fait, on s'en fout complètement. Hein? Et comme je vous le disais tout à l'heure, une virgule, une seconde de silence, c'est un point, 2 secondes de silence. Et j'encourage vivement à moins dire, mais beaucoup mieux le dire, parce qu'en fait, on veut toujours tout dire. Et étant donné que votre auditoire ne retient que 20%, il vaut mieux moins le dire, mais beaucoup mieux le dire pour qu'il le retienne, et effectivement de communiquer une idée par paragraphe, et pas 10 idées par paragraphe. Le cerveau déteste ça. Le petit truc en plus, une fois que vous avez rédigé votre plan, imaginez-vous qu'un journaliste vient vous voir et vous dit « Alors, madame, monsieur, résumez-moi votre présentation orale en 3 phrases, sujet, verbe, complément. » Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas encore prêt et qu'il faut retravailler le plan. Ça, c'est un bon indicateur. En fait, un public attend véritablement qu'on leur parle d'eux, qu'on leur fasse du bien et qu'on résolve leurs problèmes. Parce que le sujet qui nous passionne le plus dans la vie, c'est nous-mêmes. Donc, on vient chercher des clés, on vient chercher des outils et on a envie qu'on parle de nous, ce qui est tout à fait normal. Et ça nous emmène aux lois de rapport à l'autre, qui sont ici. C'est-à-dire que lorsque vous structurez votre discours, commencez toujours par parler de votre auditoire. La plupart des presses, c'est je, on s'en fout en fait, concrètement. Hein. Donc on parle de l'autre, ensuite on peut parler de soi. Après, vous pouvez parler de vous plus votre auditoire, qu'est-ce que ça donne de créer un lien, mais vous concluez surtout en parlant d'eux. Ça, c'est important. Oups, je commence à avoir faim. Et enfin, le sourire et l'énergie, ça c'est fondamental. Hein, il y a des recherches qui ont démontré que le simple fait de se regarder l'un l'autre déclenche l'activité des neurones miroirs qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent. C'est pour ça que si je suis tendue, je vais vous tendre. Si je suis détendue, je vais vous détendre. Vous savez, quelquefois, il y a des gens à côté de nous, ils ne nous parlent pas. Et on dit, il me stresse celui-là, parce qu'effectivement, il y a l'activité des neurones miroirs qui s'est mise en route. Et ça, c'est très important, l'énergie avec laquelle vous arrivez devant votre auditoire. Donc le sourire, cette belle énergie. Les trous de mémoire, si toutefois ça arrive. Oui. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les attentes du public? Hop. On parle d'eux. Oups. Tac. Ce serait intéressant que vous récupériez le PowerPoint d'ailleurs. Oui. Hein, je ne sais pas s'il y a une façon. On voit ça après. Merci. Je vous en prie. Alors, si on a un trou de mémoire, alors déjà on mange avant une présentation. Ça occupe le corps, ça c'est très important. J'essaie de repérer une personne bienveillante, tant qu'à faire, dans l'auditoire, ça c'est important. S'il y en a une, normalement oui. Et surtout, si j'ai un trou de mémoire, je conserve le contact visuel. Parce que quand j'ai un trou de mémoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça, et on commence un dialogue interne. Oh, j'ai un trou de mémoire, oh là là, et là, c'est la fin du monde. Donc, j'ai un trou de mémoire, je garde le contact visuel, et je fais un compte à rebours 20, dans ma tête. 20, 18, 16, et à 14, ça revient. Donc ça fonctionne super bien. Imaginons que ça ne revienne pas pour X ou Y raison, partagez votre trou de mémoire avec votre auditoire. Bienvenue dans le monde des humains. Là, sur ce coup-là, j'ai oublié ce que je devais vous dire. Et hop, ça reviendra. Hein. Donc ça, nous l'avons vu effectivement. Et enfin, si vous n'avez que 5% à retenir de cette présentation,
Le sourire, le visage ouvert, l'authenticité, l'énergie, votre énergie à vous. C'est fondamental si vous prenez la parole en public. La congruence également, c'est-à-dire cette harmonie entre les mots, entre la voix, entre le corps, c'est-à-dire que je ne me prends pas en traître et je ne prends pas l'autre en traître, y compris mes aspérités. Et surtout, j'écoute mes besoins. Ce n'est pas très tendance comme phrase, mais si on se la posait un petit peu plus, ça irait mieux. La respiration, je sais respirer. Et parfois, dans la présentation, lors d'un point, je fais une respiration ventrale pour me recentrer. La voix, le regard, je m'appuie sur ces 3 appuis et surtout, je me questionne avant de construire ma présentation. J'en ai fini. Je suis tout à fait disposée maintenant à échanger avec vous et à répondre à quelques questions si vous le souhaitez, si tant est que je sois en mesure de le faire. Oui. Par rapport au trou de mémoire, je sais que moi ça m'arrive souvent. Oui. Vous avez parlé du compte à rebours. En fait, dans sa tête, on compte. On décompte 20, 18, 16 et 14, ça revient. Ça, et par quel mécanisme ça? Parce que tout simplement, vous avez focalisé sur autre chose. D'accord. Tout simplement. C'est ça le problème du trou de mémoire, c'est qu'on reste fixé sur le trou de mémoire. C'est pour ça que ça ne revient jamais. Le simple fait de penser à autre chose, de faire ce décompte ou de dire « Ah, là, je ne sais plus ce que j'ai à vous dire », on a focalisé sur autre chose, donc ça revient parce que ce que vous avez à dire, vous le savez. C'est juste qu'il y a eu une censure à un moment donné, pour X ou Y raison. Et donc on laisse passer un silence, on ne s'inquiète pas. Enfin, par exemple, si on commence à compter à rebours. Eh bien, vous laissez passer un silence. Alors, quand on est stressé, 1 seconde de silence, c'est toute une vie. Pour votre public, c'est 1 seconde. C'est 10 secondes. Pas grave. Souriez. Vous pouvez vous déplacer, vous changer de paragraphe. C'est pas, ça fait 20, 18, 16, 14, ça va vite. Hein. De toute façon, si ça se trouve, ça reviendra avant. J'ai une remarque, je fais des réunions d'entreprise, Oui. je fais des présentations. En fait, j'ai toujours le sentiment en fait, de voir des gens qui écoutent. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est pas passionnant ou pas, mais vous allez me dire votre ressenti. Mais souvent, on regarde des personnes et on sent que ils ont le regard vide un peu. Et j'ai l'impression que ça fait partie des 80% du temps où ils ne sont pas concentrés en fait. C'est ça. Et Ils quand sont je plus là. sors de presse, je fais OK, j'ai balancé mon truc, mais en fait, j'ai fait un focus que sur en fait, les regards que j'ai croisés qui étaient lubriques en mode Ça nourrit pas, c'est sûr. Et en fait, c'est pour ça, regardez une personne qui suit. Juste pour voir si c'est que mon cas. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous arrive de poser votre regard sur une personne et vous avez focusé, vous ah là, je sens que je l'ai Aujourd'hui, perdu. non. Okay. Mais tant que Mais ça arrive souvent, ça veut dire, putain, lui, je l'ai perdu, mais en fait... Ouais. Notre but, c'est de captiver ou de se dire juste, vas-y, on laisse tomber. Ça arrive souvent, non. Après, c'est l'histoire de l'autre. Peut-être qu'il est en train de penser à autre chose. Et puis, en entreprise, on est atteint de cette réunionnite aiguë. Le type, au bout de la 5e réunion, il n'en peut plus. Et puis, tout le monde la commence de la même façon. Oui, aujourd'hui, alors, on va voir... on s'en fout, on ne démarre jamais comme ça. Ça n'intéresse personne. Et personne ne se remet en question. Donc, ne focusez pas sur des personnes qui roupillent. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de l'autre. Après tout, c'est peut-être pas parce que vous n'êtes pas intéressant, c'est que l'autre, il est ailleurs. Mais il y a des personnes qui suivent lorsque vous faites des présentations. Oui. En tout cas, vous avez une super voix, hein, donc je pense que... Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, essayer d'évaluer une présentation? Enfin, parce qu'en fait, on fait des réunions tout le temps, il y a plein de gens, et en fait, à la fin, on se dit, bah, en fait, ça a servi ou pas? Et en fait, je trouve qu'en entreprise, on n'est jamais... il n'y a pas de feedback. On peut faire 1 heure de réunion avec 10 personnes autour de la table, on se barre, et ça te fait genre, ça t'a apporté ou pas? Ou c'était utile? Ou genre, tout le monde s'est emmerdé? 60% des réunions aujourd'hui en entreprise sont inutiles. Okay. Et une réunion, c'est très court. Justement, le taux d'attention, c'est 20 minutes. Une réunion, c'est 20-30 minutes max. Okay. Mais là, on parle, on a l'impression qu'on est très occupé. Et ça aussi, c'est encore ce message inconscient. T'as vu comme je bosse, t'as vu, j'ai des réunions partout. C'est encore pour montrer à l'autre qu'on est respectable, aimable, qu'on mérite ceci, qu'on mérite cela. C'est pas de la communication. L'entreprise perd beaucoup d'argent. C'est pas du tout le mode opératoire. Donc, bien évidemment que les gens sont gonflés à un moment donné. Ils n'en peuvent plus parce qu'en plus, personne ne le dit, sauf dans les couloirs. Oh, encore une réunion. Bah oui, mais bon, faut se remettre en question à un moment donné. Et puis, il y a une certaine façon d'animer les réunions. Et souvent, les orateurs dans les réunions, ils se parlent à eux-mêmes, ils ne parlent pas à l'autre. L'autre, il ne se sent pas considéré. Comment voulez-vous que... Tu ne me considères pas? Bah, tu n'existes pas pour moi.
Moi, j'ai besoin d'exister pour toi. C'est ça, l'humain. Et heureusement, quelque part. Comment gérer le fait d'avoir des notes à la main? Alors, à la main, non. Jamais. Jamais. Posé sur la table. Le seul... Dans quel cadre? Alors, on a une présentation à faire, il y a trop d'informations. Moi, j'ai besoin d'avoir une note, je me sens en sécurité en fait. Alors, parfois, j'ai pas besoin de le lire. Non, parce que les notes, c'est un doudou. Pour ça, je me sens en sécurité. Qu'est-ce qui fait que vous ne maîtrisez pas votre sujet? Vous avez une présentation PowerPoint? Normalement, le visuel, il vous emmène à la suite. Idéalement, les notes sont posées sur la table. Si vraiment vous êtes dans un truc, vous êtes à Bercy, déjà vous pouvez avoir un pupitre, ou sinon vous prenez des feuilles A5 Bristol, essentiellement écrites sur le recto, et elles ne sont pas rédigées. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis toujours à mes clients pas de notes. Et elles ne sont pas rédigées, parce que quand c'est rédigé, pour se repérer, on ne sait plus où on est. Des notes, c'est rédigé essentiellement par bullet point, avec des mots directeurs, clac, clac, clac. Et hop, tac, ce qui fait que je coupe le contact regard un dixième de seconde. Mais jamais à la main. Non. Idéalement. Ou alors il faut une bonne gestion des notes. Parce qu'attention, quand on les a dans les mains, on a envie de les regarder. Et c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Après, il faut s'entraîner un peu. Mais idéalement, présentez votre corps sans notes et qu'elle soit posée sur une table à côté. En fait, par rapport à tout à l'heure, au regard, c'est pas possible. Vraiment, dans le sens où tout se passe bien, dès que je croise le regard d'une personne, c'est pas que ça me bloque, ça me tétanise totalement. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est de la peur, c'est juste que... C'est ça la question à se poser. C'est fondamental. Vous imaginez si j'avais fait la presse comme ça? Alors, bonjour, bienvenue, et je ne vous regarde pas. Dites, mais elle est où, elle? C'est pareil. Donc même si, après, ça dépend en fonction de sa personnalité. Moi, je peux communiquer 30 minutes en vous regardant tout le temps, parce que j'aime ça. Vous pouvez peut-être couper le contact regard plus souvent, mais il faut regarder l'autre. Ça s'apprend. Mais le bon questionnement, c'est pourquoi? C'est la question à vous poser plus tard. Il y a une origine. Et en plus, si je peux me permettre, c'est gênant. Par contre, moi, c'est un truc qui m'agace particulièrement. Même quand on se dit bonjour, quelqu'un qui ne regarde pas quand il serre la main ou quand il vous parle. Et on a parfois des Tout à fait d'accord. gens qui arrivent et ça me lasse pas. Ouais, et ils sont à 15 mètres. Et, ça va? Ils n'écoutent même pas la réponse. Mais alors, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le dire. Oui, c'est ça. La base de la communication, c'est j'ai vraiment envie de te dire bonjour, je vais te dire bonjour et te demander comment ça va, sinon je ne viens pas. Mais tout le monde... Oui, c'est que ça requiert de l'attention, en fait, le fait de chercher justement une personne avec un regard bienveillant. Bienveillant, voilà. Il y a toujours. Je la trouve jamais. C'est votre perception, ça. C'est votre perception. Mais effectivement, pour gagner en plus en charisme, le simple fait de dire bonjour et de regarder les yeux véritablement, c'est-à-dire tu existes pour moi, je te dis vraiment bonjour, ça permet... Le regard de l'autre change automatiquement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, avant une prise de parole en public, parfois j'ai une boule au ventre, ça. Enfin, j'arrive... Normal. Pourquoi, oui, même 15 minutes avant ou 20 minutes avant. Et c'est insupportable. Enfin, je sais pas, j'essaie de me laver les mains, de faire un tour. J'ai appris 3000 techniques. Mais c'est très gênant de... D'arriver la boule au ventre? Oui, comme si ça s'est fermé complètement et oui. ça part d'ici. Oui, très, très gênant. c'est noué, bien sûr. Enfin, après, faites la respiration qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que là, c'est parce que ça ne circule pas. Faites les exercices de respiration, le booster clap, ou en état d'urgence, il faut mettre la tête en bas. Alors, il ne faut pas faire le poirier. C'est juste qu'il faut redonner un gros shoot au cerveau, un gros shoot de sang. C'est-à-dire que, alors j'ai le micro dans le... On descend comme ça, le corps dit stop, hein, ce n'est pas un exercice de style ou de souplesse, et on reste la tête en bas comme ça, en se balançant quelques instants. Vous remettez un bon coup de shoot de sang au cerveau, et là, ouh, on se lève, on est beaucoup plus calme, et ça dénoue complètement. Mais je pense que fondamentalement, c'est la respiration. Reprenez chaque jour la vraie respiration dont le corps a besoin. Et ça va dénouer. Après, le trac, vous l'aurez toujours. Moi, quelqu'un qui me dit « non, je n'ai pas le trac », je fais « il y a un problème ». Vous savez, il y a Sarah Bernard, grande tragédienne,
qui allait monter sur scène un soir et elle avait une petite comédienne toute jeunette à côté qui est arrivée. « Moi, j'ai jamais le trac !» Et Sarah Bernard lui a répondu « Vous verrez quand vous aurez du talent. » À partir du moment où on a conscience de l'enjeu, la responsabilité qu'on porte en prenant la parole, on a le trac. Et le trac, par contre, on va bien l'utiliser pour justement bousculer ce qu'on croit être nos limites. Donc il est indispensable, vous l'aurez toujours. Aucun intérêt de s'en séparer. Par contre, c'est quand ça devient une angoisse, une anxiété, un stress invalidant, ou là où on a une problématique. Mais le trac, bien évidemment qu'on a le trac. Bien sûr. Et heureusement. Moi, ça m'arrive de ne pas savoir placer ma voix au début, parce que justement, avec le stress, elle a tendance à trembler ou pas être claire ou nette. J'ai l'impression que du coup, elle est hyper fluide et que je la maîtrise pas. Et c'est plus au niveau de la voix. Donc, parce que vous parlez avec la gorge, vous avez une voix de gorge. Ah ouais, peut-être c'est juste. Il faut renclencher effectivement la voix ventrale en faisant des exercices vocaux pour la placer dans le ventre, ce qui fait que dès que vous prenez la parole, hop, vous allez chercher la source et non plus là. Parce que quand on a une voix de gorge, quand en plus on a le stress qui serre, alors là, ça part en fluet, en vibrato aussi. Donc c'est effectivement, la respiration aide énormément aussi à ça. Et quand vous parlez, visualisez la voix qui vient du ventre et non pas de là. Vous allez récupérer une puissance. Mais après, il y a des coachs vocaux, tout ça, ça existe. C'est bon pour vous? Je peux aller manger un petit bout? Parce que je suis affamée. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup.